C'est vrai que c'est impressionnant, Dienaba. Et ça me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez sans doute que le 9 juin, au soir, après une défaite électorale pour son camp, le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. Peut-être que ça rappellera des souvenirs à certaines et à certains. En tout cas, moi, ça m'en rappelle quelques-uns. J'étais devant ma télévision. Il a fait à ce moment-là le pari fou, criminel, suicidaire pour la République, que l'extrême droite allait l'emporter. Parce que tout ce que l'on sait depuis montre que quand on est en responsabilité et qu'on décide de dissoudre l'Assemblée nationale le soir où l'extrême droite est au plus haut qu'elle n'a jamais été, qu'on vient de faire 15% quand on est le parti au pouvoir, alors il savait pertinemment que la probabilité la plus grande, à 20h01, ce 9 juin, quand il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est d'avoir Jordan Bardella à Matignon. À ce moment-là, on était pétrifiés par l'idée que peut-être, pour la première fois dans notre histoire, la France, ce pays que nous aimons, allait être dirigée par l'extrême droite, ce qui n'avait pas eu lieu depuis la Seconde Guerre mondiale. Que nous allions peut-être, quelques semaines après, être dirigés par un parti fondé, et il faut le rappeler sans cesse et toujours, par d'anciens Waffen-SS et d'anciens collaborateurs. D'être dirigés par un parti raciste, xénophobe, nationaliste. Nous étions là, à 20h et quelques minutes, sidérés. Sidérés devant cet homme qui, seul, y compris contre son camp, décidait de convoquer les Français aux urnes en faisant un pari, celui de notre division. Celui que finalement, il allait reconstituer le match qui lui avait permis de gagner une première fois en 2017, de gagner à nouveau par défaut en 2022, entre lui et l'extrême droite, comptant sur notre dispersion, notre division, parce que c'est vrai, en abîmant, en fracassant la NUPES, nous lui avions offert, nous, cette opportunité. Parce qu'en nous laissant aller à nos divisions, à nos querelles, nous lui avions laissé, nous, cette opportunité de nous fracasser à nouveau et de fracasser, cette fois-ci, le pays avec lui. C'est ça qui est, à ce moment-là, dans nos esprits. Et je me souviens parce que nous nous appelons, avec Kenza, avec Jamel, dans les minutes qui suivent, et nous prenons la décision de nous réunir dans cette salle, quelques jours à peine après, je crois, de mémoire, le 12 ou le 13 juin. C'est comme ça que ça a commencé pour nous, la campagne des législatives. Un sursaut, on a mis un petit visuel sur les réseaux sociaux, on a passé quelques coups de fil à des camarades, et on s'est retrouvés nombreux et nombreux dans cette salle pour lancer la campagne des législatives. Souvenons-nous. Souvenons-nous de ce moment, de ces quelques semaines intenses. Souvenons-nous d'abord de la peur que nous avons ressentie. Cette espèce de frisson d'effroi à l'idée que ce pays pouvait être dirigé par des gens qui considèrent que quand vous avez une double nationalité, vous ne pouvez pas servir la France à certaines fonctions publiques. Souvenons-nous de ce frisson quand nous avons chaque jour croisé des gamins, des bouts de chou, avec Kenza à Mantes-la-Ville devant une école un matin de pluie, je m'en souviens. Un bout de chou, 6 ans, qui dit « Mais monsieur, est-ce que je vais devoir rentrer dans mon pays ? Mon pays, c'est la France, je ne sais pas lequel c'est mon pays. » Véridique. Et qu'on a vu là, autour de nous, partout, cette angoisse monter. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est retrouvés ici, une centaine, puis dans des porte-à-porte à 200, dans des réunions publiques à 300. Et puis, au fur et à mesure des jours, monter dans le pays cette idée que non, finalement, on n'accepterait pas ça. Et il s'est passé aussi ce sursaut qu'Emmanuel Macron n'avait pas compris, parce qu'au fond, Emmanuel Macron, il ne connaît pas l'histoire républicaine. Et il ne sait pas qu'à chaque fois que la République a été menacée, qu'à chaque fois que la démocratie a été en péril, la gauche a été capable de se rassembler et de faire front. Il ne peut pas connaître cette histoire. Emmanuel Macron, il a été mis au pouvoir pour nier cette histoire. Il est arrivé aux responsabilités avec cette idée folle que finalement, 2 siècles de République dans lesquels il y a une gauche, il y a une droite, il y a un clivage démocratique, on affronte des convictions, des idéologies, et j'assume le terme. Il a voulu balayer tout ça. Donc il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé. Et nous, nos organisations politiques, oh, j'ai plein de reproches à leur faire, et j'en ferai. Et nous avons plein de reproches à faire sur la période qui avait précédé. Et nous aurons sans doute encore plein de reproches à faire aujourd'hui. Mais nos organisations politiques ont su se retrouver. Et pas simplement pour dire on va éviter de présenter des candidats les uns contre les autres. Pas simplement pour dire il faut sauver nos 150 députés sortants parce qu'ils ont bien fait le travail. Pas simplement pour dire on va essayer de sauver le financement public de nos partis politiques. Non.
nos organisations politiques, poussées par un mouvement populaire inédit, ont décidé d'écrire un programme. Un programme de résistance à l'extrême droite, à son racisme et à son nationalisme. Un programme de résistance au néolibéralisme macroniste qui nous a conduits dans cette situation d'injustice sociale et d'explosion des inégalités. Et un programme d'espoir et de progrès. Et oui, on l'a fait, on a été capable de le faire. Et je crois que c'est né en partie à Limay et partout en France, là où, spontanément, quelques heures après, des gens se sont réunis. Il s'est passé que ce mouvement né chez les militants politiques, dans les forces politiques, s'est déployé dans la société et qu'on a vu nous rejoindre, je le disais, dans les porte-à-porte, dans les réunions publiques, sur les marchés, des milliers de gens qui, parfois, pour la première fois de leur vie, disaient « je veux distribuer un tract, je veux coller une affiche, je veux participer ». On a vu cet élan avec des associations, des syndicats qui se sont engagés. Et je veux rendre hommage ici aux camarades syndicalistes qui sont pour grande partie dans la victoire du nouveau Front populaire. On a vu ici, dans ce territoire, et j'adore cette image, pas simplement parce que c'est moi qui ai pris cette photo, mais j'adore cette image parce qu'elle résume finalement la beauté de nos paysages industriels, urbains, ruraux qui font, comme l'a dit Lucie, que cette circonscription est un condensé de la France. Et nous, il s'est passé quelque chose ici. C'est qu'on a été nombreux et nombreux à se dire « c'est pas possible ». C'est pas possible qu'un territoire aussi divers, pluriel, multiculturel que le nôtre soit représenté demain par un député raciste. Et donc, à un élan national s'est ajouté un élan local. Parce qu'en plus, on le connaissait, le bonhomme. L'ancien maire de Mantes-la-Ville. Vous savez, nous, on avait une chance, entre guillemets. C'est que nous, on sait une chose, c'est que le RN, dans ce territoire, l'essayer, c'est ne surtout pas l'adopter. Et on a eu ce mouvement-là qui s'est produit partout, qui nous a donné de l'espoir et du courage. Et ça nous a permis, d'abord, par ce rassemblement, d'amplifier nos résultats au premier tour. Et dans cette circonscription, de faire reculer l'extrême droite par rapport aux élections européennes. De les faire reculer par la mobilisation citoyenne et populaire et par la démonstration que par du travail de terrain, par les convictions, par la bataille que nous avons menée ensemble sur les retraites, nous étions les plus crédibles pour incarner les colères de ceux qui souffrent. On a réussi cela et entre les deux tours, nous avons là aussi amplifié cette dynamique et ça a donné dans cette circonscription, et c'est notre œuvre collective, je n'aurais pas la prétention de croire qu'elle serait liée ni à notre excellent bilan sur le terrain, ma chère Kenza, ni à l'action qui a pu être la mienne à l'Assemblée nationale, mais elle est le fruit d'une mobilisation collective. Nous avons fait le meilleur résultat dans cette circonscription depuis qu'elle a été découpée en 1988. Et c'est le plus important, alors que quelques heures à peine avant, nous nous apprêtions à commenter et à préparer la résistance à une victoire relative ou totale de l'extrême droite. Alors, parce qu'il y avait eu cette mobilisation citoyenne, parce qu'il y avait eu cet élan inédit dans le pays, parce que les calculs cyniques et méprisants du président de la République avaient été déjoués, alors le nouveau Front populaire était en tête et la gauche, enfin, gagnait l'élection. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il s'est passé que le président de la République, qui d'habitude s'exprime à tort et à travers, s'exprime puis se contredit, même parfois quand il dit quelque chose de bien, ils sont obligés de le contredire le lendemain parce qu'il cède à la pression de ses amis ou des quelques amis qui lui restent. Le président de la République s'est muré dans le silence. Il nous a expliqué que personne n'avait gagné. Enfin, il y a une chose sur laquelle on s'accordera tous, c'est que lui avait perdu l'élection. C'est que les Françaises et les Français, par leur mobilisation, le 9 juin, le 30 juin et le 7 juillet, ont dit clairement qu'ils voulaient tourner la page du macronisme, qu'ils voulaient le mettre dehors, qu'ils ne voulaient plus qu'Emmanuel Macron décide de l'avenir de ce pays. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Parce que le propre d'une cohabitation, c'est qu'on ne choisit pas celui ou celle avec lequel on cohabite. C'est qu'on ne choisit pas parmi ses opposants. Dans une démocratie, on ne choisit pas celui ou celle qui incarne l'alternance. Mais enfin, qui imagine Jacques Chirac disant en 1997 « Il est sympa votre Jospin, mais je vais prendre Chevènement ». Non. Mais je dis ça parce que j'ai entendu ensuite « Mais Cazeneuve, etc. » Bon, imaginez Chirac disant « Je vais prendre quelqu'un qui a vaguement été à gauche, qui n'a pas soutenu la gauche plurielle, et je vais lui proposer d'être Premier ministre. » Ben, on aurait dit non. Imaginez Mitterrand disant en 86 « Il est sympa votre Chirac. » Mais non, je vais prendre Giscard. Ça ne se passe pas comme ça dans une démocratie. Ça se passe comme ça ailleurs, dans d'autres régimes. Donc le président de la République, moi j'ose la comparaison.
Son personne n'a gagné, c'est le stop the count de Trump. C'est la même logique. C'est le même déni de la réalité. C'est la même volonté d'empêcher l'expression démocratique des suffrages. Parce que je vais le dire très clairement, certes, nous n'avons pas de majorité absolue, mais il n'y en a pour personne. Aucune coalition qui se serait présentée en cohérence devant les électeurs, et je reviendrai sur le cartel qu'on nous vend aujourd'hui comme une majorité alternative. Mais aucun programme présenté devant les électeurs n'avait réuni à lui seul une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, il en va dans cette élection comme dans toutes les autres. C'est à la majorité relative qu'il appartient de gouverner. Il n'y a pas de chiffre inscrit dans la Constitution. Au nom de quoi Emmanuel Macron, avec une majorité relative, aurait pu gouverner pendant 2 ans, et nous, avec une majorité relative, en serions-nous privés pour les années qui viennent? Je le dis parce qu'on a des collègues, et c'est vrai sans doute ici de celles et ceux qui participent à des élections, qui ont parfois été élus dans des triangulaires, sans faire 50% au deuxième tour. Ils n'en sont pas moins députés que nous. C'est ça la démocratie. Une voix suffit pour l'emporter. Un siège à l'Assemblée nationale suffit. Et je le dis, on nous a fait le procès en fermeture, en sectarisme. Mais enfin, c'est méconnaître complètement de la part du président de la République le fonctionnement des institutions. Il eût fallu que d'abord il désigne la coalition arrivée en tête. Son devoir était d'être celui d'un greffier, d'un notaire, comme disait le président Mitterrand à l'occasion de la cohabitation de 1993. Il aurait dû prendre acte du résultat des élections législatives, nommer Lucie Castet quand nous lui avons proposé ou imposé ce nom, et ensuite ça aurait été à nous de faire le travail. Et moi je vais vous dire, on y serait parvenu. On y serait parvenu, parce qu'il y aurait eu dans le pays, et ça se passe à chaque fois que la gauche gouverne, et qu'elle a la volonté de changer radicalement la société. Parce qu'alors, quand on aurait demandé, voulez-vous ou pas augmenter les salaires et abroger la réforme des retraites, bon courage à ceux qui s'y seraient opposés à l'Assemblée nationale. Bon courage à ceux qui, dans le patronat, auraient voulu nous mettre des bâtons dans les roues. Et je sais qu'on aurait pu compter sur le mouvement social, sur la société engagée, sur les citoyennes et les citoyens pour se mobiliser, pour pousser. Parce que nous, on sait que jamais c'est facile pour la gauche. On a repris nouveau Front Populaire, le Front Populaire de 1936. Ce n'est pas que la victoire électorale, c'est le mouvement social et syndical qui arrache les victoires et qui arrache les progrès sociaux. On sait qu'on aurait eu à faire cela. Et nous, comme nous sommes démocrates et que nous avons combattu Elisabeth Borne et ses 49.3, on aurait laissé faire la démocratie parlementaire. Moi, j'ai la prétention de croire qu'on est convaincant et qu'on aurait convaincu. Et j'ai la prétention de croire que face à l'opinion, face à la réalité du pays, alors on aurait obtenu des victoires. Peut-être ne nous les aurions pas toutes obtenues. Peut-être certains points de notre programme, nous n'aurions pas pu les appliquer tout de suite et comme nous voulions parce que nous n'aurions pas eu les majorités parlementaires pour le faire. Mais au moins, on aurait essayé. Et ça aurait changé les trahisons du quinquennat Macron. Alors le président, il a paralysé les institutions, il a bloqué le pays. Vous savez, ce dont on nous reprochait, nous, de vouloir le faire dès qu'on considère que en fait, ça ne va pas dans le bon sens. Et c'est encore plus grave, il l'a fait pour s'accaparer tous les pouvoirs, parce que pendant ce temps-là, pendant les Jeux Olympiques, le président Macron, qui avait été chassé par la porte, revenait par la fenêtre. Classique. Et il a fait pire que ça. À la fin, il a décidé, je parlais de ce qui nous a amenés à nous retrouver toutes et tous ici en juin dernier, le barrage républicain. Cette volonté de faire front ensemble pour empêcher l'extrême droite raciste de gouverner ce pays. Il a craché à la figure des millions de gens qui ont fait le barrage républicain. Pourquoi? Parce qu'il a nommé, alors déni de démocratie, ça a été dit tout à l'heure, il a nommé le dernier de l'élection. J'imagine tout à l'heure si M. Champagne, qui était candidat contre moi, qui a fait 5%, venait là, tout à l'heure, au fond de la salle et disait non, je prends la place, c'est moi qui suis le député, je suis de droite, j'ai fait 5%, c'est la logique. Pourrait-on lui en vouloir? Il appliquerait la doctrine Macron, la doctrine Barnier. Il revendiquerait un pouvoir que les électeurs lui ont refusé, mais que visiblement seule la droite peut prétendre à exercer, puisque nous serions par nature incapables de gouverner. Il a fait donc le choix d'un Premier ministre ultra minoritaire dans les urnes, marginal à l'Assemblée nationale, groupe de 47 députés, ça pèse pas lourd. Hein. Mais pire que ça, il a choisi quelqu'un qui représente un parti, et quelqu'un lui-même, qui n'a pas appelé à faire le barrage républicain. Quelqu'un qui s'est permis de faire, dans les candidats républicains de gauche, le tri entre les uns et les autres, c'est-à-dire qui a encouragé et facilité l'élection de députés lepénistes. C'est ça qu'il a fait Emmanuel Macron en nommant Michel Barnier. Ce n'est pas simplement un déni de démocratie, c'est une injure faite aux millions de gens qui ont choisi le barrage républicain. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans la composition du gouvernement. Ai-je besoin de revenir sur ce que signifie la nomination de Bruno Retailleau? Ai-je besoin de dire à quel point, alors que les Françaises et les Français ont dit clairement, parce que c'est ça, on peut discuter de l'interprétation des élections, on peut dire, vous avez gagné mais pas totalement, on peut discuter, tout résultat se discute.
Mais il y a une chose qui s'impose à tous, c'est qu'au deuxième tour de l'élection législative, quand les Français, mobilisés comme jamais depuis 1981 pour une élection législative, ont eu à répondre à une question simple, oui ou non, voulez-vous que l'extrême droite gouverne ce pays? C'était ça le deuxième tour. C'était ça dans notre circonscription, c'était ça dans ta circonscription, ma chère Dienaba, c'était ça aussi dans d'autres circonscriptions où des macronistes ont profité du barrage républicain. Sinon, ils ne seraient plus là. Ils seraient un groupe de 20 gars. Mais quand les Français ont eu à répondre ça, c'était net, c'était clair. Les Français ont mis Le Pen à la porte. Et donc le président de la République, en nommant M. Retailleau, qui est un républicain de papier, à Beauvau, fait le choix d'insulter le barrage républicain et l'histoire de la République. Je dis républicain de papier parce que quand on considère, je ne vais pas, pour ne pas lui faire de publicité, reprendre toutes les expressions nauséabondes de Bruno Retailleau, mais quand on tient le même discours que Marine Le Pen, on est un républicain de papier. Parce que la République, ça a été dit et très bien dit, c'est liberté, égalité, fraternité. Et l'engagement de Bruno Retailleau, vous savez, j'ai fait un petit exercice, j'ai cherché, je me suis essayé à l'intelligence artificielle, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des citations quasi similaires entre Bruno Retailleau et Marine Le Pen. Croyez-moi, ça a duré très longtemps. Le texte défilait. J'en ai compté une cinquantaine. Une cinquantaine, et je suis incapable de vous dire, si vous me les montrez sans les noms, lequel a prononcé laquelle. Eh bien non, nous n'avons pas fait le barrage républicain pour que siège au ministère de l'Intérieur l'équivalent d'un Chenu, d'un Tanguy, d'un Collard ou d'un Zemmour. Et je veux dire, et je termine sur cette séquence, et après je serai beaucoup plus bref sur le reste, mais comme personne pour l'instant ne m'a signalé que j'étais trop long, j'en profite. Emmanuel Macron l'a fait pourquoi? Vous allez dire parce qu'il déteste la gauche. Oui, il a de bonnes raisons de nous détester. Nous le lui rendons bien. Il l'a fait parce qu'au fond, la seule obsession d'Emmanuel Macron, la seule raison pour laquelle il y a Michel Barnier, la seule raison pour laquelle Emmanuel Macron n'en a rien à faire de mettre ce gouvernement dans la main de Marine Le Pen, c'est parce qu'il veut préserver son héritage néolibéral. C'est parce qu'il veut préserver sa réforme des retraites. C'est parce qu'il veut préserver sa suppression de l'ISF. Entre les riches et la République, Emmanuel Macron a choisi les riches. Et là aussi, souvenons-nous, nous qui nous appelons Front Populaire, de ceux qui préféraient Hitler au Front Populaire dans les années 30. Où en est-on quand un président de la République préfère nommer un ministre de l'Intérieur digne de Zemmour ou de Le Pen, uniquement pour empêcher la gauche d'appliquer un programme qui, somme toute, est un programme digne des programmes que la gauche a toujours portés quand elle a accédé au pouvoir, c'est-à-dire qu'on s'en est toujours tous remis. Alors, effectivement, c'était rappelé par Lucie tout à l'heure, nous avons, et c'est vrai, obtenu ce succès électoral, certes relatif, mais enfin bon, on peut gagner au tir au but. Quand on gagne au tir au but, on a gagné quand même. Et puis, ce que nous voyons actuellement, je parle sous le contrôle des collègues à l'Assemblée nationale, montre que ce qu'on nous a présenté comme une coalition alternative, bon courage, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Quand le Premier ministre parle, il y a 10 gus qui se lèvent pour l'applaudir. Bon, ça, objectivement... D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai un souvenir ému, amusé. Vous vous souvenez, pendant la campagne des législatives, on nous disait « Ah, vous faites l'alliance de la carpe et du lapin ». Et on nous a répété ça, répété ça, répété ça. Au fond, la gauche, vous vous alliez, mais vous n'avez rien en commun. Alors là, franchement, je rigole. Quand je vois Darmanin être un coup l'aile droite de Retailleau, puis l'aile gauche du ministre de l'économie, avant de redevenir l'aile droite du ministre de l'économie, je rigole, enfin je ris jaune quand même dans cette affaire. Et d'ailleurs, je le dis, notre unité, elle n'est pas factice. On a un programme qui nous lie, qui nous engage, qui est un bon programme, et surtout, nous avons une histoire, des valeurs en commun. Et moi, j'aime la gauche dans sa diversité et dans sa pluralité. Et moi, je le dis, et je le dis à ceux qui voudraient tenter de nous diviser, ou ceux qui, en notre sein, pourraient parfois être tentés de jouer, pour je ne sais quelle raison, une petite musique personnelle. Oui, nous avons des nuances, et oui, nous avons des différences. C'est l'histoire de la gauche. Et le Front Populaire, en 1936, il avait aussi des nuances et des différences. Et la gauche du programme commun, elle avait aussi des nuances et des différences. Mais ne laissons jamais s'installer entre nous l'idée que les autres pourraient choisir qui sont ceux qui sont respectables et qui sont ceux qui ne le sont pas, qui sont ceux qui ont raison et qui sont ceux qui ne l'ont pas, qui sont les gentils et qui sont les méchants. On sait comment ça commence et à la fin, souvenez-vous, la meilleure démonstration de cela, c'est quand nous avons dit
on va gouverner. Et là, le président de la République dit « Ah, mais je ne peux pas, parce que s'il y a des ministres insoumis, il y aura la censure automatique. » D'ailleurs, les mêmes qui nous reprochent aujourd'hui de vouloir censurer le gouvernement Barnier. Quand même, ils ont la mémoire courte, poisson rouge. Hein. Alors, nos camarades insoumis ont fait, et c'est un acte courageux. C'est un acte historique et courageux qu'il faut mesurer et qu'il faut saluer. Nos amis et nos camarades insoumis ont dit « Ok, pas de problème. On soutiendra, on construira cette politique, on veillera à l'application du programme, mais vous ne voulez pas de ministre insoumis? On en fait le sacrifice. » C'est pas rien que le principal groupe en nombre à l'Assemblée nationale dise « On est prêt à ne pas participer au gouvernement pour débloquer la situation. » Et après, c'est eux qu'on va accuser de bloquer et de ne pas être ouverts au dialogue. Bon, quelle blague. Ils ont dit ça, et là, finalement, le problème, c'était plus les insoumis. C'était les insoumis et les écologistes. Alors, si on avait dit les écologistes sont prêts à pas participer, on aurait dit ah oui, mais chez les socialistes, vous avez les copains d'Olivier Faure. Voilà, si Diana Badiop est ministre, on censure. Et ça aurait fini comment? Mais ça aurait fini que même Bernard Cazeneuve, il l'aurait censuré. Parce que soit Bernard Cazeneuve aurait fait ce pourquoi Emmanuel Macron voulait qu'il soit là, c'est-à-dire maintenir la réforme des retraites, et dans ce cas-là, à quoi bon? Si être de gauche, c'est juste avoir eu sa carte au Parti Socialiste, je l'ai eu aussi moi-même d'ailleurs. Moi, je suis toujours de gauche, moi. Mais et s'il avait dit j'abrogerai la réforme des retraites, de toute façon, il aurait été censuré par les macronistes et de toute façon, Emmanuel Macron ne l'aurait pas nommé. Donc là aussi, je le dis parce qu'on a entendu beaucoup de choses, parce que la force quand même de la droite, c'est de réussir à imposer des récits pour toujours nous faire passer pour les méchants, pour les mauvais joueurs de l'histoire. Or, nous avons très bien joué dans cette affaire, je tiens à le dire, même si je suis parfois critique. Alors, on entend depuis, et c'est normal, la colère de millions de gens qui ont voté parfois pour la première fois ou qui du moins n'étaient pas retournés aux urnes depuis longtemps et qui nous disent à quoi bon ça sert de voter. Je comprends leur colère. Je la partage. Parce que moi aussi, quand je gagne une élection, c'est pour faire des choses, même quand c'est difficile, et surtout quand c'est difficile. D'ailleurs, la gauche, elle est appelée aux responsabilités souvent quand c'est difficile. Souvent quand les autres, vous savez, ceux qui vous donnent des leçons d'économie, de bonne gestion, qui n'ont été ni gestionnaires ni visionnaires, nous ont mis dans la difficulté, et que là, on en appelle à la gauche pour redresser la situation. Mais si j'ai voulu inviter des collègues aussi talentueux que ceux qui sont venus ce soir, si j'ai voulu inviter Lucie Castet ce soir ici parmi vous, c'est pour démontrer que voter pour le nouveau Front populaire, ça sert à quelque chose. Parce que grâce à cela, vous avez 193 combattantes et combattants des services publics. Vous avez 193 parlementaires qui vont se battre pied à pied pour qu'on ne supprime pas 4000 postes dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on ne mette pas en péril la réussite des enfants des classes populaires et des classes moyennes, parce que c'est ça, supprimer des postes dans l'éducation nationale. C'est fermer des classes au Val-Fouré et à Limay. C'est faire en sorte que l'école devienne une école encore plus à deux vitesses, encore plus du tri social. C'est faire le jeu de Stanislas et des grosses boîtes privées, plus que de nos écoles de quartier et de nos villages. Vous avez 193 députés qui, comme le camarade Saint-Toul, vont se battre contre l'empire Bolloré et sa diffusion du racisme et de la haine. C'est à voir, et je vois des drapeaux palestiniens, 193 députés qui vont se battre pour la reconnaissance de l'État de Palestine, pour que la France ne livre pas d'armes à Netanyahou, pour que notre pays soit à la hauteur de sa tradition diplomatique qui jusqu'alors faisait consensus de respect et d'adhésion aux valeurs du droit international et à la justice, comme tu l'as rappelé Aurélien. C'est d'avoir 193 parlementaires qui vont se battre, mon cher Jamel, mon cher Lionel, pour qu'on arrête de matraquer les collectivités territoriales qui assurent notre sécurité du quotidien, qui assurent nos services publics de proximité, qui sont parfois le dernier filet de protection avec nos associations là où l'État a tout déserté et a tout abandonné. C'est avoir en clair 193 députés qui, avec leurs nuances et leurs différences, se rassemblent sur une chose, sur une boussole, l'obsession de l'égalité. L'obsession acharnée de l'égalité, parce que nous savons qu'il n'y a pas de liberté sans égalité. On n'est pas libre quand on a faim. On n'est pas libre quand on a froid et qu'on vit dans sa voiture. On n'est pas libre quand on est une mère célibataire qui doit choisir entre nourrir ses gosses et les emmener chez le médecin. On n'est pas libre aujourd'hui quand on est victime du racisme, des discriminations, des contrôles aux faciès ou des violences policières, et nous en avons fait dans ce territoire l'expérience. Nous savons que
l'égalité est la condition du maintien de notre société, de notre contrat social et de notre pacte républicain. Et là aussi, vous l'avez dit, moi j'en ai assez de tous ces gens qui nous donnent des leçons d'arc républicain, qui sont très doués pour chanter la Marseillaise, la main sur le cœur, mais qui, dès qu'il s'agit de passer aux travaux pratiques, à l'illustration concrète de ces valeurs républicaines, sont aux abonnés absents. Parce que la misère, la pauvreté, les discriminations, les fractures territoriales, c'est la négation même de ce qui fonde notre République et de ce pourquoi elle existe et de ce pourquoi elle doit vivre dans nos cœurs et dans nos actes. Alors je termine en disant qu'on s'est rassemblés, et je dis à quoi bon voter et 193 députés, c'est aussi parce que nous avons une responsabilité, c'est de préparer la suite. C'est pour ça que je voulais que Lucie soit là aujourd'hui, parce qu'elle incarne notre détermination à rester unis et à gouverner. La suite, c'est, là aussi, je disais, ça a été dit par d'autres, ça a été dit par toi, Dienaba, c'est préserver notre unité qui est précieuse, qui est un trésor. Et je le dis, moi je garde une expérience amère de la façon dont, et j'attribuerai pas les responsabilités aux uns aux autres, c'est pas le sujet, on n'est pas dans une cour d'école, mais dont on a laissé se déliter la NUPES. C'était pas parfait, mais c'était notre outil pour combattre la réforme des retraites. C'était notre outil, c'est parce qu'il y a eu la NUPES que j'ai pu, en notre nom commun, défendre la motion de rejet sur la loi immigration et faire échec à Gérald Darmanin et obliger le gouvernement à clarifier ce qu'étaient ses intentions. Il n'y aurait pas eu ça sans la NUPES. C'est parce qu'il y a eu la NUPES, finalement, qu'il y a pu avoir le nouveau Front populaire. C'est parce qu'il y a eu la NUPES qu'Emmanuel Macron a été acculé, chassé du pouvoir et qu'on a pu augmenter notre nombre de parlementaires. Il ne faut pas remettre tout ça en jeu à chaque fois. Il faut considérer, peut-être qu'il y aura une dissolution ou pas, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y aura des échéances électorales. Et ce que je sais surtout, c'est qu'en attendant ces échéances électorales, il y a des batailles à mener. C'était dit, une nouvelle loi immigration vise à faire entrer des nouveaux pans entiers du programme de Le Pen, père et fille, dans la loi. Une nouvelle loi avec une extrême droite encore plus forte au Parlement qu'elle ne l'était avant. Et on commémorait, il y a quelques jours, je vois Nicole, un cours, la mémoire des déportés. Est-ce qu'on veut vraiment que ce soit les héritiers de ceux qui ont collaboré pendant la guerre qui fassent la loi en matière de nationalité, en matière d'accueil des exilés, en matière d'inclusion? On ne veut pas de ça. Et donc on a besoin de cet outil puissant qui est notre union. Et je ne reprendrai pas le slogan, mais effectivement je pense qu'ensemble nous sommes invincibles. Et donc on doit renouveler ce serment. Et donc je dis pour ça, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Le nouveau Front populaire ne peut pas être seulement une coordination d'appareils politiques, si talentueux soit-il. Il ne peut pas être simplement un travail en commission ensemble à l'Assemblée nationale pour faire bloc ensemble. Il doit être plus que ça. Il doit être l'outil citoyen, populaire, au service de toutes celles et tous ceux qui ont fait notre victoire et qui veulent aujourd'hui en découdre avec l'extrême droite et qui veulent gagner pour transformer radicalement cette société et changer la vie. Il doit être pas simplement un outil de résistance aux attaques de la Macronie et de la Lepénie, mais il doit être un outil d'espoir. Et je termine par ça. Désolé, j'ai été trop long, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Mais je termine par ça. Voilà. Ça commence bien, un nouveau Front populaire qui se casse la figure. Allez. Hop. Voilà. Quand on a terminé notre campagne à Mantes-la-Ville, dans une salle pleine, moins pleine que celle-ci, mais pleine, mais ça donnera un challenge pour la prochaine, j'avais évoqué, d'un point de vue plus personnel, à la fois quelqu'un qui n'était plus là, ma grand-mère, qui m'avait transmis cet héritage du Front populaire, cette idée que finalement, le sens de l'histoire, le sens de notre histoire républicaine, c'était sans cesse de conquérir des droits nouveaux pour vivre mieux, pour vivre heureux, pour gagner du droit au repos, au loisir, à la culture, à l'émancipation, d'aller arracher des conquêtes sociales. Elle qui racontait, alors elle avait 6 ans au moment du Front populaire, mais qui étaient des souvenirs prégnants dans les récits de ses parents, qui avaient découvert la mer pour la première fois, grâce au congé payé, grâce au Front populaire, mais qui avait pleuré de joie le 10 mai 81, qui avait souvent pesté contre la gauche quand elle trahissait, et ça lui est arrivé à la gauche de trahir, mais qui savait toujours maintenir cette exigence-là auprès d'elle, auprès de la gauche, auprès de nous, pour la justice sociale et pour la dignité. Je me souvenais à ce moment-là de cet héritage-là qui nous obligeait,
qui nous obligeait à gagner l'élection législative, qui nous obligeait à poursuivre cette histoire. Et puis j'évoquais quelqu'un qui n'est pas encore là, même si ça commence à arriver, qui était mon petit bébé, qui va arriver. J'espère qu'il est... J'ai pas mon portable, j'espère qu'il n'est pas arrivé ce soir, mais normalement c'est pour dans quelques semaines, en disant que le nouveau Front populaire, ça devait être aussi l'outil politique qui construisait des réponses pour l'avenir des générations futures. Un futur désirable, optimiste, qui ne se contente pas simplement de réparer les dégâts du macronisme, qui ne se contente pas simplement de prévenir la France du lepénisme, qui ne se contentait pas seulement de résister, et il faut résister aux ravages de l'extrême droite, mais qui préparait un nouveau chemin. Et moi, j'assume que le nouveau Front populaire, il doit porter des combats audacieux pour aller encore vers la réduction et le partage du temps de travail, pour travailler mieux, moins et tous, qui doit aller vers l'allocation d'autonomie pour les jeunes, pour qu'ils puissent conquérir leur liberté et choisir leur destin. Que le nouveau Front populaire, il doit se battre pour le droit aux vacances pour toutes et pour tous. Et je vois qu'il y a ici Monique, qui avec le Secours populaire œuvre, et d'autres, beaucoup pour le droit aux vacances pour toutes et tous. Bref, que nous n'avons pas simplement à résister à l'ère du temps quand il est nauséabond, qu'on a à construire des jours heureux, des jours de bonheur, un futur désirable. Et je vois ce soir, à votre présence nombreuse et à ce que nous allons construire ensemble dans les semaines qui viennent, qu'on est sur le point d'y parvenir, que le président de la République nous a mis un petit coup dans les genoux en nous empêchant de gouverner cette fois-ci. Mais non seulement nous ferons tomber Michel Barnier et son gouvernement, nous déjouerons encore une fois, comme nous l'avons fait dans les urnes, grâce à la mobilisation citoyenne et populaire, les calculs cyniques et les rapprochements entre les droites et l'extrême droite, et que nous ferons advenir ces jours heureux, ce droit au bonheur. Merci à tous.